Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du Roadshow Cybersécurité Valais. Je m'appelle Cédric Luisier et j'ai le plaisir de vous accueillir ici au nom des organisateurs, des co-organisateurs, à savoir la Fondation DIARC que je représente ici, ainsi que la Chambre valaisanne du commerce et de l'industrie, représentée dans ce call par Oscar Doval. Euh, Ce cyber roadshow est un roadshow, comme son nom l'indique, qui sillonne toutes les villes du Valais avec des webinaires et avec des rendez-vous one-to-one de 30 minutes qu'on a appelé speed meeting. Ce webinaire est le quatrième du nom et de cette année, il n'aurait pas pu être mis en place grâce à nos partenaires, sans le soutien de nos partenaires que vous avez ici à l'écran. Donc, les co-organisateurs d'IARC et la CVCI sont heureuses de pouvoir compter sur leur soutien, sans qui rien ne pourrait être possible. Je rappelle juste aux gens qui nous rejoignent que ce webinaire est enregistré et merci aussi de couper vos micros et vos caméras et de poser vos questions directement dans le chat. Et Oscar Doval de la CVCI redonnera les infos aux speakers en fin de webinaire. Nous avons parlé dans le premier webinaire avec la police cantonale qui nous a fait une introduction générale sur ces cyber-risques où on savait que on savait de toute façon qu'on allait se faire hacker, mais on ne savait pas quand. C'était un peu la question de base. Donc ça, c'était pour le premier webinaire. Ensuite, on a parlé de la valeur des données. Quelles sont les valeurs de ces données que les pirates voulaient hacker finalement. Et le mois dernier, on a parlé de gouvernance. Et aujourd'hui, on va vraiment et c'est une bonne nouvelle, voir quelles sont les réponses technologiques qu'on peut donner à ces hackers. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a certainement et on compte sur nos deux orateurs du jour, à savoir Sébastien Béal de Fortinet et Jérôme Christen pour nous remonter un petit peu le moral et voir finalement qu'on peut réagir on peut en tout cas anticiper face à ces cybermenaces. Voilà, je vous laisse en compagnie de Sébastien Béal et de Jérôme Christen pour un exposé qui devrait durer à peu près une demi-heure à 30-35 minutes, 40 minutes. Et je vous rejoins tout à l'heure pour la session de questions et de réponses. Donc voilà, messieurs, je vous passe le micro et je vous souhaite une bonne présentation à toutes et tous. Merci Cédric, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérôme Christen, je travaille chez Silicom Group et je suis chef de projet, formateur et auditeur en cybersécurité. Donc, intervenir et analyser les problèmes de cybersécurité dans les entreprises valaisannes en particulier, arc lémanique. Voilà. Bonjour, donc moi je m'appelle Sébastien Béal, je travaille chez Fortinet depuis 2 ans maintenant et j'aide nos partenaires et nos clients sur la partie technique et justement apporter des réponses technologiques aux différents problèmes de cybersécurité que l'on peut rencontrer aujourd'hui dans les entreprises. Donc maintenant qu'on parle des problèmes de cybersécurité, on voit que malgré le fait que le temps passe, ces menaces, elles continuent d'évoluer en permanence. Elles touchent maintenant à différents types de plateformes, que ce soit les milieux industriels, par exemple, qui sont maintenant une vraie cible par rapport à tout ce qui est ransomware, les environnements de travail qui évoluent également en permanence, c'est-à-dire que le lieu de travail, l'entreprise, c'est plus forcément le seul environnement qui est attaqué, mais tous les environnements sont attaqués. De plus en plus d'environnements type industriel, les réseaux même à la maison, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes travaillent à la maison, sont aussi des cibles potentielles de ce genre d'attaque. On a vu également que ce ransomware devenait de plus en plus agressif et destructif. Peut-être que certains d'entre vous ont été victimes de ces ransomware et ont vu les dégâts que peuvent causer ce genre d'attaque. On a vu également des exemples au début de la guerre sur des réseaux de communication, par exemple, qui étaient la cible de ce genre de cyberattaque et qui peuvent avoir de gros impacts en termes opérationnels ou même sur la distribution d'énergie. On a vu par exemple ces éoliennes en Allemagne qui ont été arrêtées du fait d'une cyberattaque. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais si on veut réduire ça à une plus petite échelle, aujourd'hui, tous les systèmes potentiellement peuvent être attaqués. Tout ça, c'est principalement motivé par
le cybercrime qui évolue en permanence. Derrière, il y a du crime, il y a de l'argent en jeu, et forcément, on trouve de nouveaux moyens et c'est de plus en plus rapide et sophistiqué. Le problème également, c'est que cette menace, elle devient de plus en plus automatisée. Donc, c'est-à-dire que toutes ces menaces sont automatisées pour permettre un gain plus rapide et apporter plus d'argent à ces organismes cybercriminels. Et tout ça doit apporter une réponse technologique forte pour pouvoir se prémunir de tous ces risques-là. Très bien. Alors, on est obligé de parler, ou disons, je vais vous montrer une ou deux petites informations rapidement avec la guerre en Ukraine, puisque c'est quelque chose qui nous touche de près ou de loin, mais qui va nous toucher ou qui nous touche tous actuellement. Et là, une petite information, Microsoft a publié un rapport à fin avril sur un petit peu la cyberguerre en Ukraine, effectivement plutôt du côté de la Russie, des attaques qui fait. Vous pouvez lire un petit peu ce qui se passe, mais en gros, la Russie a préparé son attaque physique ou militaire depuis longtemps, depuis de longs mois, dans des attaques cyber, depuis la fin de l'année passée déjà. Et il y a clairement des corrélations entre des opérations militaires sur le terrain et des préparations cyber, donc sur une région où les militaires vont attaquer. Le jour avant, le matin même, durant la nuit, les pirates russes attaquent les infrastructures de télécommunications, de transport, les réseaux électriques pour affaiblir les défenseurs. Et les Russes, ou en tout cas les pirates liés à la Russie, ont créé ou ont étendu les familles de virus, de malware pour saboter toutes les infrastructures ces derniers mois, ces dernières années. Et le problème, c'est qu'actuellement, ils les utilisent en Ukraine, mais, et ça c'est la conclusion du rapport de Microsoft que vous voyez en fin cité, les groupes de pirates pourraient étendre leurs actions destructives en dehors de l'Ukraine pour riposter contre les pays qui ont fait des sanctions. Et je pense qu'on le sait tous, c'est bien depuis février, fin février. Depuis fin février, la Suisse suit les sanctions européennes ou internationales. Donc la Suisse est clairement une cible. Si la Russie décide d'étendre le conflit, en particulier en cyber, la Suisse sera une cible. Ça, il faut être clair, il faut le savoir. Et le Conseil fédéral, l'armée et les organismes étatiques derrière ça le savent très bien. Puis une petite nouvelle qui a priori n'a rien à voir, mais qui s'est passée à fin avril en France. Donc du côté de chez nous, certains de ces câbles ont été coupés dans la région de Lyon. 3 câbles d'opérateurs télécoms français ont été coupés durant la nuit du 26 et du 27 avril, donc des câbles de fibre optique. Conséquence, eh bien, durant la nuit ou durant la matinée, des milliers de personnes, d'entreprises n'avaient plus de connexion Internet. Alors, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé réellement et pourquoi, quel était le but, mais vous voyez que également là, un conflit, peut-être un conflit physique, militaire pourrait avoir un impact de notre vie virtuelle, en tout cas de nos activités dans alors, on va regarder différentes attaques ou menaces pour ensuite justement amener les réponses technologiques. Et le premier qu'on va parler, c'est les attaques DDoS. En anglais, ça veut dire Denial of Service ou Distributed Denial of Service. On va vous mettre tout de suite qu'est-ce que ça veut dire en français. C'est déni de service ou déni de service distribué pour la version avancée. Alors, le but d'une attaque comme ça, c'est de perturber le bon fonctionnement d'un serveur ou d'un réseau d'une entreprise entière en envoyant des centaines de milliers, de millions, voire de milliards de requêtes le plus rapidement possible, le plus condensé possible pour faire juste tomber les serveurs, tomber le réseau et que ça ne fonctionne plus. Donc, ce n'est pas un piratage au sens que les hackers sont venus chez vous, sont rentrés dans votre réseau, dans votre entreprise, mais ils vont juste faire que plus rien ne fonctionne. Alors, la différence entre DOS et DDoS, une attaque simple de déni de service, ça part d'un nombre d'IP de sources très limité, quelques IP. Alors qu'une attaque distribuée, comme nom l'indique, un très grand nombre de périphériques qui peuvent être partout dans le monde, et c'est ce qu'on appelle les botnets en anglais ou les réseaux zombies, si on fait en français. Et ces attaques DDoS, le problème, et là il ne faut pas rigoler, mais c'est ce qui se passe dans la réalité,
c'est que la plupart des sources sont des objets connectés. C'est votre frigo, ce sont vos ampoules Siemens connectées, c'est votre Fitbit, ce sera potentiellement votre voiture plus tard, et c'est déjà les caméras Pourquoi? Parce que ces objets connectés sont très mal sécurisés, ont des vieilles versions de leur système d'exploitation, ont des failles, et les pirates y accèdent, que vous ne le remarquez pas, pour ensuite faire ces attaques. Sinon, évidemment, le classique, les ordinateurs qui ont un virus, ce qu'on appelle justement, c'est vraiment ces réseaux zombies à l'époque. Donc tout ça ensemble fait qu'il y a des milliards d'objets ou d'ordinateurs ou de systèmes informatiques qui vont pouvoir attaquer votre réseau. Et le problème, c'est que c'est difficile de tout couper le trafic qui vient de ces différents périphériques et de différencier le trafic malveillant d'un trafic légitime. Maintenant, la réponse doit être quand même de couper ce genre de trafic, puisque ça, c'est clair que on n'a pas tellement le choix. Alors voici un petit schéma pour vous montrer à gauche, en rose, un petit peu les périphériques qui sont à l'extérieur, qui viennent des objets connectés, qui viennent d'autres entreprises piratées, qui viennent du cloud, des serveurs Amazon utilisés à mauvais escient, qui vont tous, à un moment donné très restreint, très court, parfois long, mais la plupart du temps très court, attaquer ou envoyer des requêtes à droite. À droite, c'est votre réseau, c'est votre maison. Ce sera votre usine avec les systèmes industriels de gestion de la production. Ce sera votre site e-commerce qui ne va plus fonctionner. Ce sera votre téléphonie IP qui ne va plus fonctionner. Et notre réunion Teams qu'on est en train de faire qui va tomber, qui ne va plus fonctionner du tout. Voilà, ça, c'est les attaques DOS, DDoS, et qui arrive peu souvent, il faut être honnête, mais qui est un risque assez élevé, en particulier lié au conflit en cours. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux actuellement. Merci. On a parlé de la problématique liée aux attaques DDoS, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des technologies qui permettent je dirais, d'absorber ou en tout cas de limiter l'impact de ce risque lié au DOS ou au DDoS, principalement par le fait d'intégrer des solutions type anti-DDoS, ça porte bien son nom. Donc, il y a plusieurs types de solutions qui existent par rapport à ça, hein. J'en cite quelques-unes, anti-DDoS, Cloudflare ou les protections natives qui peuvent être offertes par Azure, par exemple, Azure DDoS Protection. Et le but de ce genre de solution, c'est de différencier en fait le trafic dit légitime, hein, le fait que vos clients accèdent à vos applications que vous publiez, par exemple, ou que vous utilisiez vos applications métiers normalement, et les différencier de tout ce qui est trafic malveillant, justement, qui est généré par des robots, des bots, enfin toute cette automatisation dont je parlais initialement, ou des hackers spécifiques qui vont vouloir cibler votre entreprise et faire tomber votre activité, hein, clairement, pour vous nuire en termes d'impact ou d'image ou de productivité. Donc, on a vraiment des solutions qui permettent de différencier ce type de trafic et d'absorber justement ces différents types d'attaques. Prenons l'exemple typiquement d'une attaque DDoS. On voit ici sur ce slide une attaque qui a pu être bloquée par une solution anti-DDoS, hein. On voit toutes ces solutions, tout ce nombre de pics de requêtes, hein, qui est anormalement grand par rapport au trafic légitime que l'on voit ici. Tout ça, ça a pu être bloqué par ce genre d'attaque. Et potentiellement, si on n'avait pas eu ce genre de solution en place, ce genre d'attaque aurait eu pour impact un blocage total de la production, voire même l'obligation de redémarrer certains services, en tout cas une indisponibilité des applications et des services pour vous, et potentiellement du coup un impact financier. Si aujourd'hui on fait de la vente en ligne et qu'on met à disposition des applications sur Internet, ce genre d'impact-là peut avoir un très très grand impact financier pour vous. Voilà, sur le schéma, vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais la durée, c'est 20 minutes sur cet exemple, hein. Donc, c'est une question de secondes ou de minutes ici, le pic de montée. Donc là, c'était vraiment très, très, très court. Je te laisse reprendre. Alors, le point suivant, on va parler un tout petit
que des emails, de la sécurité des emails, c'est toujours et ça restera, je pense, pendant très longtemps un problème ou disons quelque chose de délicat. En particulier, on va parler de l'arnaque au président. Puisque parler des emails, on pourrait le faire pendant des heures ou des jours entiers. Maintenant, un cas très, très particulier qu'on appelle donc arnaque au président. L'idée, c'est que quelqu'un d'extérieur usurpe l'identité d'un responsable de l'entreprise, d'où ce nom arnaque au président, pour demander de faire une action souvent financière de façon urgente, de façon rapide, obligatoire, c'est quelque chose de nécessaire, etc. La plupart du temps par email, mais ça existe toujours par téléphone, hein, donc faites également très attention au téléphone que vous pouvez recevoir. Et ici, l'exemple d'un email qu'on a reçu à Silicom, chez quelqu'un de chez nous, qui usurpe l'identité donc de Bertrand, notre directeur, et qui demande de faire une commande et a priori que nous on paye quelque chose pour un service qui évidemment n'aura pas lieu. On voit ici l'adresse email, par exemple, groupe.com, qui ne correspond donc pas du tout à notre domaine. Mais si la personne n'a pas fait attention, ne fait pas attention, n'est pas formée ou n'est pas attentive, eh bien, il va faire potentiellement une erreur. Et justement, je vous présente ici un cas pratique réel qui s'est passé il y a quelque temps, mais pas si longtemps que ça, dans une PME de la région lémanique. Alors, tout a commencé par le piratage de la boîte email du directeur de cette PME. Et les pirates ici, c'est pour ça que ce cas est très très intéressant. Ils ont vraiment été intelligents, ou disons même, je dirais presque vicieux dans leur façon de fonctionner. C'est que ils ont utilisé l'accès à la messagerie pour mettre des règles de redirection, c'est-à-dire qu'à chaque fois, plutôt d'abord, ils ont lu et analysé les messages de cette personne, tous les emails, et ils ont vu qu'il avait une correspondance avec un fournisseur qui était dans un pays étranger, en Europe, mais voilà, un pays de l'Union européenne, et qu'il y avait de temps à autre des commandes avec ce fournisseur. Donc, ils se sont dit, tiens, ça, c'est là qu'on va cibler. Et donc, ils ont mis en place des règles de redirection. Chaque fois que le directeur écrivait à cette adresse email, ils se l'envoyaient à eux-mêmes et ils n'envoyaient pas l'email à l'entreprise, au fournisseur en question. Et dans l'autre sens, la même chose. Chaque fois que c'était reçu par cette adresse email, ils s'envoyaient une copie chez eux et ils effaçaient l'email sur le serveur. Entre-temps, ils lisent la correspondance d'un côté comme de l'autre et ils envoyaient à l'un ou à l'autre une réponse légèrement modifiée avec quelques mots, quelques phrases, quelques éléments pour qu'ils s'intègrent dans cette conversation et que l'un et l'autre ne remarquent pas que bien qu'ils ne parlaient pas, ils ne se parlaient pas entre eux. En fait, il y avait un intermédiaire. Et ça, on a pu remonter en analysant la situation à au moins 6 mois. On est remonté jusqu'à 6 mois. Probablement que ça a duré peut-être 7, 8, 9 mois, peut-être plus. Là, on ne le sait pas. Et au bout d'un moment, le directeur de la PME, eh bien, il va passer la commande comme cela se fait régulièrement. Et là, les pirates eh bien, interceptent ce message et au retour, transmettent une facture ou des coordonnées bancaires modifiées qui sont leurs coordonnées bancaires à eux. Et en l'occurrence, la facture ou le montant était de plus de 60 000 francs. Donc, on voit bien que ça dépend de la taille de la PME, qu'est-ce que ça représente, mais je pense que c'est quand même pas négligeable. Et tout ceci par manque de sécurité ou manque d'informations sur la gestion des emails. Là, en l'occurrence, donc ce piratage de cette boîte email. Et donc là, c'est un cas très précis où il y a eu un piratage à l'origine. Maintenant, je voulais juste vous rendre attentif sur les cas, enfin les emails permettent toujours de recevoir des ransomware, mais des rançongiciels en français. Et l'idée de base, c'était de mettre une pièce jointe directement, qui est le virus, qui est la charge malveillante. Maintenant, tous les outils, on va dire, récents, dont les outils cloud, bloquent de mieux en mieux ce genre d'outils. Donc, les pirates, ils remarquent ça, ils comprennent ça, et ils changent depuis quelques mois, au courant de l'année passée, ils changent les messages qu'ils envoient. Maintenant, ils mettent des fichiers HTML en pièce jointe, des fichiers zip protégés, donc avec un mot de passe, voire, c'est ce qu'on voit depuis 2-3 mois, des fichiers XLL, alors c'est des fichiers système Windows,
Voilà. Et si vous ouvrez ces fichiers, vous activez ces fichiers, là, il y aura le processus d'infection qui se passe. Et souvent, disons régulièrement maintenant, on le voit des liens, donc il n'y a plus de pièces jointes puisqu'ils savent qu'ils sont bloqués. Ils mettent des liens sur OneDrive, sur SharePoint, pour demander à l'utilisateur, dire voilà, cette personne vous partage un lien, vous partage un fichier, veuillez cliquer dessus et quand vous ouvrez ce SharePoint, alors qu'il est un vrai OneDrive, un vrai SharePoint, un vrai Dropbox, mais le fichier ici, par exemple, salarynew.zip, eh bien, ce fichier est un virus et donc vous allez être infecté ou avoir un ransomware. Donc faites très attention sur les pièces jointes et maintenant les liens, sur quel lien de partage de fichiers vous. Voilà. On a vu ces différents risques. On a vu que plusieurs technologies peuvent être mises en place par rapport à la réponse à ces différents risques, notamment quand on parle de sécurité de l'email. Il y a plusieurs techniques qui peuvent s'appliquer pour éliminer tout ce qui est menace connue. Typiquement, on va parler ici de menaces connues type antivirus, c'est-à-dire que je joins à mon email un virus connu. On peut mettre en place une couche de filtrage qui permet d'analyser le contenu des emails et de filtrer tous ces virus connus, on va dire. Ça, c'est cette première couche vraiment d'analyse que l'on va trouver au niveau des plateformes de traitement de l'email, donc à savoir le traitement des choses que l'on peut connaître. Également filtrer tout ce qui est URL filtering, par exemple. Je veux filtrer les liens qui arrivent dans mon email et ces liens sont potentiellement référencés comme des liens malveillants. Donc ça, c'est des choses que l'on peut facilement éliminer dans l'analyse des choses qui sont connues au niveau de l'email. Une autre chose que l'on peut faire également par rapport à ces plateformes de sécurité d'email, à savoir Fortimail chez Fortinet, c'est le fait de bloquer aussi tout ce qui est comportement suspicieux. C'est-à-dire potentiellement faire ce que l'on appelle du grey mail, c'est-à-dire pas autoriser explicitement des newsletters, il faut que ce soit quelque chose de voulu, ou temporiser un petit peu. Mettre en place des solutions techniques telles que SPF, des marques qui vont permettre d'assurer une sécurité sur la transmission de l'email. Typiquement, est-ce que je discute bien avec le bon serveur en face? Est-ce que ce domaine est déjà réputé? C'est quelques-unes des techniques qui peuvent être mises en place pour renforcer la sécurité au niveau des flux de transport. On a également une phase d'analyse de tout ce qui est inconnu. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, toutes ces menaces ne sont pas forcément connues, elles évoluent en permanence. Comme je le disais initialement également, c'est quelque chose qui est de plus en plus automatisé. Donc, il est facile aujourd'hui d'acheter des nouveaux ransomware ou des nouveaux virus directement sur Internet et de faire sa propre campagne. Donc, on dérive quelque chose de nouveau à chaque fois. Et pour ça, pour répondre à ce genre de problématique, pour répondre également à la problématique du fichier que l'on télécharge, typiquement, on peut avoir recours à des nouvelles techniques, telles que le sandboxing, qui va prendre ce fichier, l'analyser dans une plateforme virtuelle, comme si vous l'ouvriez sur votre poste de travail, mais dans un environnement dédié et sécurisé. Et en fonction du résultat de l'ouverture de ce document, on va pouvoir définir si ce fichier est légitime ou ce fichier est infecté, par exemple, et du coup bloquer sa diffusion au niveau de l'email. On va pouvoir également protéger des choses type click protection, par exemple, pour sécuriser également les liens qui pourraient être fournis dans un email, pour être sûr que le lien sur lequel on va cliquer apporte bien une URL, je dirais, conforme, même si elle n'est pas connue au précédent, comme je l'ai expliqué dans les plateformes connues. Et enfin, la dernière couche de technologie que l'on va inclure dans les plateformes de sécurité d'email, ça va être justement la protection contre l'impersonnalisation et tout ce qui est gestion des domaines, etc. Donc, on reprend exactement l'exemple qu'a cité Jérôme initialement sur l'arnaque au président. C'est par ce genre de technique-là que l'on va pouvoir analyser ce genre d'email et vérifier que typiquement le domaine en question n'était pas un réel domaine ou la personne qui écrit n'est pas celle qu'elle prétend être. C'est ce genre de technologie qui va être mis en place justement pour bloquer les attaques de type arnaque au président. Et bien évidemment, ce genre de solution s'intègre
globalement avec différents types de solutions d'email, hein, que ce soit des solutions d'email que vous hébergez ou que vous gérez vous, ou bien directement avec des plateformes type Microsoft 365 qui sont de plus en plus répandues dans l'utilisation d'email. Super. Alors, le point suivant, on va parler maintenant de géofencing, qui est aussi vraiment d'actualité. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une défense, qu'on va dire, géographique du trafic que vous recevez, Internet, email également. Et l'idée, c'est de pouvoir bloquer, de pouvoir contrôler de quel pays ou de quelle zone, de quelle adresse IP vous recevez votre trafic. Donc, on peut voir ici un exemple alors ça, c'est un reporting, donc c'est-à-dire que c'est une liste d'informations, ce n'est pas une protection, mais ici, on voit à une certaine date, une certaine personne employée chez Silicom accède à du contenu depuis l'Espagne. Donc, ici, on dit, ah, attention, qu'est-ce qui se passe? Bien là, alors, comme je l'ai dit, c'est une information, donc nous, on va se renseigner, demander à cette personne, est-ce que c'est normal, légitime que tu accèdes à nos fichiers depuis l'Espagne? Là, en l'occurrence, c'est une personne qui était en vacances et qui a voulu travailler un petit peu, donc c'est légitime. Mais parfois, ce n'est pas légitime et donc on veut bloquer ce contenu. Donc, voici un exemple bien lié au conflit actuel, c'est-à-dire qu'on a, chez Telecom et certains de nos clients, bloqué le trafic venant de la Russie et de l'Ukraine et de la Biélorussie. Et donc, on voit ici un exemple de trafic entrant venant de ces zones et qui est donc bloqué. Ça veut dire que soit ce sont des requêtes sur nos applications, sur nos emails, sur nos serveurs, et ça ne passe pas cette première couche, tout est arrêté, donc les utilisateurs finaux ne reçoivent pas ces requêtes, ne voient pas ces requêtes. Et je mets ça en lien avec les attaques DOS ou des DOS qu'on a parlé précédemment, parce que même si ce n'est pas un outil anti-DDoS, c'est déjà une petite étape. Si les pirates vous attaquent d'un pays particulier, un pays où vous n'avez pas envie d'avoir des liens, eh bien, de bloquer ce style geofencing, c'est déjà une première protection. Et quelque chose qui est important à savoir par rapport à ce geofencing, c'est que dès fin février, sur l'analyse de l'invasion en Ukraine, du conflit actuel, la Confédération et le NCSC, qui est l'organisme qui gère la cybersécurité de la Suisse, a demandé ou disons, à conseiller aux entreprises de bloquer les trafics, comme j'ai dit, de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine pour éviter un petit peu ce qu'on a déjà parlé avant. Donc ça, c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Il faut juste s'assurer que ce soit vraiment des pays ou des zones que vous ne voulez pas travailler avec ou vous n'avez pas de contact, parce qu'évidemment, bloquer la France là-dedans, par exemple, pourrait être gênant pour votre métier. Alors maintenant, comment est-ce qu'on met en place ce genre de blocage, hein? C'est relativement simple. Typiquement, dans nos solutions FortiGate, on a la capacité aujourd'hui de créer des blocages spécifiques liés à ce que l'on appelle des géographies. Donc là, dans cet exemple, on voit ici la création d'un objet lié, par exemple, au blocage de tout ce qui est Russie. Donc, on va créer cet objet. Donc, ça représente un ensemble d'adresses IP liées à la Russie. On va ensuite pouvoir créer des règles de sécurité qui vont bloquer le trafic soit à destination, soit en réception de ce genre d'objet. Donc là, on voit ici que c'est plutôt du trafic sortant, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, par exemple, discuter avec la Russie et on veut bloquer ce genre de trafic. Et voilà, en gros, c'est très, très simple de mettre en place ce genre d'application et ça a un résultat immédiat. C'est-à-dire qu'on va mettre en place ce genre de blocage et on va se rendre compte que potentiellement, on avait des choses qui discutaient avec des organismes russes, typiquement, dans cet exemple, et que l'on souhaite aujourd'hui bloquer explicitement. Donc, cet exemple reprend le cas de la Russie, mais il peut reprendre, comme disait Jérôme, n'importe quel type de blocage. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas faire affaire avec quelconque pays que ce soit, je veux
veux citer absolument personne, on peut mettre en place ce genre de blocage sur nos flux réseau et s'éviter ce genre de problématique par rapport à ça. Alors, c'est très intéressant, c'est très bien tout ça. On va continuer avec les identifiants en ligne et sécuriser ces identifiants en ligne. Alors, le problème ici, alors il est très large dans le sens qu'il y a plein d'attaques différentes et on va pas expliquer les différentes attaques, mais plutôt la problématique pour vous, en tant qu'entreprise ou en tant que privé. Ben, on a tous maintenant des services accessibles sur Internet, les outils cloud, ça, même les réseaux sociaux, ben, un webmail tout bêtement qui existe depuis des dizaines d'années, un VPN, etc. Et donc ces services sont accessibles sur Internet. Eh bien, tout, tout service ou toute application sur Internet va être attaquable, va être par définition euh, vulnérable ou en tout cas est un moyen pour les pirates de passer à travers tout ça. Alors, on a différentes réponses par rapport à ça. Les mots de passe forts, évidemment, on ne va pas parler aujourd'hui des mots de passe, on va plutôt se concentrer sur, et Sébastien le fera après, sur l'explication du multifacteur d'authentification et du SSO, parce que là, ce sont des choses un petit peu, pas nouvelles, mais un petit peu plus avancées qui permettent des meilleures protections que le mot de passe. Juste, qu'est-ce que c'est que le SSO? En anglais, ça veut dire Single Sign-On. C'est quelque chose qu'a priori vous utilisez déjà tous, même sans le savoir. C'est un système d'authentification unique centralisé pour accéder à diverses ressources internes ou cloud. Si vous avez un compte Office 365, vous utilisez du SSO pour accéder à Microsoft. Si vous utilisez Facebook, vous avez du SSO pour accéder à Instagram, à Facebook et je ne sais plus quels autres services de Facebook ils ont. Voilà, ils utilisent tous cette technologie SSO derrière. Alors, Sébastien nous expliquera ça juste après. Moi, je veux juste vous donner un exemple de ces identifiants en ligne, quelque chose qui s'est passé en janvier 2022, le piratage de l'entreprise internationale Okta par le fameux groupe Lapsus qui, entre deux, apparemment, a été désactivé. En tout cas, les gens ont été arrêtés. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un sous-traitant d'Okta, donc c'est une boîte qui fait de la maintenance et du support informatique, qui accède habituellement aux serveurs ou aux machines d'Okta par un VPN. Et les pirates ont volé le compte VPN de ce sous-traitant simplement parce que il n'y avait en tout cas pas de double facteur d'authentification et le mot de passe probablement pas très fort, voire le mot de passe qui était noté quelque part sur un fichier. Voilà. On ne sait pas exactement comment ils ont pu le voler, mais reste qu'un sous-traitant qui a accès à une boîte s'est vu voler un mot de passe. Grâce à ça, les pirates prennent le contrôle de l'accès VPN et donc ils accèdent au réseau d'Okta. Et là, ils ont commencé par télécharger des outils de hacking sur le poste de travail où ils ont eu accès. Et ces outils de hacking sont la plupart du temps des outils open source gratuits que n'importe qui peut trouver ou utiliser. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Là-dessus, eh bien, ils vont commencer à se faire détecter. Donc, évidemment que leur première action, c'est d'essayer de désactiver les antivirus, de trouver, de chercher les moyens de protection qui sont installés sur le poste de travail. En l'occurrence, ils ont réussi de façon vraiment correcte à ne pas se faire détecter. Et puis, maintenant, ils vont vraiment faire l'attaque. L'attaque, en l'occurrence, ils ont accédé à l'Active Directory, c'est-à-dire l'endroit où tous les comptes avec les mots de passe et les permissions de l'entreprise Okta sont situés. Ça s'est fait aussi avec un outil gratuit. Hein. Là, au niveau technologique ou au niveau argent, c'est vraiment très, très facile. Et quand ils ont eu accès à ça, ils ont recherché le réseau, parce qu'ils ont commencé à avoir accès à plusieurs serveurs, à des éléments de l'entreprise, et ils ont exploré, comme on appelle. Et là, alors, gros, c'est pour ça que ce cas est très intéressant, ils ont trouvé une feuille Excel avec les mots de passe écrits dans la feuille Excel en clair, liés à des comptes administrateurs de l'informatique d'Okta. Donc évidemment, on trouve ça, c'est le jackpot, c'est bingo. Et grâce à ça, eh bien, ils se sont créés un nouveau compte administrateur avec leur mot de passe. Et ensuite, c'est fini pour l'entreprise. Ils accèdent à tout, ils peuvent absolument tout faire. Pour vous donner une idée, ça s'est passé entre le 16 et le 22 janvier, mais la durée réelle de toutes ces étapes, c'est 25 minutes. Donc,
c'est très très rapide. Quand il y a des failles béantes ou des problèmes de sécurité comme cet exemple, ça peut se passer très très vite. Alors ici, Okta, ils ont pu accéder aux données de 366 clients. Il faut juste voir que les clients d'Okta, c'est Facebook, Microsoft, enfin peut-être pas Facebook, mais c'est Microsoft et c'est des très très gros. Donc quand on dit 366 clients, ce sont des millions de clients finaux par derrière. C'est aussi pour ça que ça avait fait grand bruit cet événement. Vous voyez qu'ici, tout commence par un vol d'un identifiant, un mot de passe et un double facteur d'authentification qui n'a pas été mis en place, ou en tout cas mal mis en place. Alors effectivement, on voit de plus en plus l'importance de l'authentification et de la manière dont on gère l'identité, principalement par l'exemple qui vient d'être cité. Aujourd'hui, les mots de passe seuls ne suffisent plus, clairement. Si on s'appuie uniquement sur un mot de passe et que ce dernier a été volé par différents biais, que ce soit par exemple par une attaque de phishing, qu'on a reçu par un email, on récupère votre identifiant par rapport à ça, ça permet de compromettre ce login mot de passe. On peut également noter qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas gérer encore ce cycle de vie du mot de passe ou qui utilisent des mots de passe trop faibles. On a un vrai problème aujourd'hui lié à l'utilisation simple du mot de passe uniquement. Par rapport à ça, forcément, ça entraîne la mise en place de nouvelles technologies. Et une des technologies qui permet justement de simplifier et d'augmenter la sécurité par rapport au cycle de vie du mot de passe, c'est le fait de mettre en place ce que l'on appelle le multi-factor authentication ou l'authentification à facteurs multiples. Concrètement, qu'est-ce que c'est cette authentification à multiples facteurs? C'est un ensemble de choses. La première chose, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est-à-dire par exemple vos mots de passe. Aujourd'hui, tout le monde utilise ce premier vecteur. C'est aussi la combinaison de quelque chose que l'on a avec soi, donc typiquement ce que l'on voit, des tokens physiques pour accéder par exemple à son compte bancaire ou également des tokens sur les mobiles. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient très très courant. Ça peut être également quelque chose que l'on est, une authentification type biométrique, par exemple les empreintes digitales ou rétiniennes. Ça peut être également quelque chose de contextuel à propos de votre connexion. Typiquement, où est-ce que vous êtes, depuis où vous vous connectez, depuis quelle heure, à quelle heure de la nuit, par exemple, vous vous connectez. Tous ces facteurs-là peuvent augmenter aussi les facteurs de connexion. Et une des dernières facultés d'authentification, c'est ce que l'on appelle les certificats digitaux qui permettent d'assurer que, par exemple, une machine est bien ce qu'elle prétend être, ou une personne, typiquement, est bien ce qu'elle prétend être. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, il existe plusieurs technologies que l'on peut mettre en place. Les plus simples, on va dire, c'est cette technologie avec des tokens qui permettent justement d'augmenter la sécurité et de renforcer le couple login, mot de passe que l'on voit traditionnellement, en ajoutant un facteur que l'on a, c'est-à-dire ce token qui permet d'avoir en permanence quelque chose de renouvelé et qui nous est unique et propre à chacun. Donc ça permet vraiment de contrôler qui se connecte, de quelle manière elle se connecte, et surtout de vérifier que cette personne n'a pas été compromise, par exemple, par l'obtention de son login mot de passe, comme dans l'exemple de lapsus que l'on a cité précédemment, où c'était juste un simple vol d'identifiant qui a permis de dérouler toute cette attaque. Donc, des solutions technologiques existent aujourd'hui pour renforcer cette sécurité et peuvent être mises facilement en œuvre avec nos solutions, avec des solutions type FortiToken ou FortiAuthenticator, pour ne citer que certaines d'entre elles. Prenons l'exemple maintenant également de l'aspect SSO. Donc, on a déjà introduit un petit peu le sujet. Jérôme a expliqué ce que c'était que le SSO. Mais dans le cas d'usage de la sécurité tel que l'on le mentionne aujourd'hui, la sécurité et le SSO, pour les applications SaaS, qu'est-ce que c'est concrètement? Je prends un exemple. Vous vous connectez le matin sur votre email Office 365 avec un identifiant, mot de passe et un token, par exemple. Et vous voulez que cette authentification, qui est propre à Office 365, soit répliquée, par exemple, quand vous accédez, dans cet exemple, on voit Salesforce, ou je dirais n'importe quel autre service cloud que l'on peut trouver sur le marché.
sans que vous ayez à refournir un couple d'identifiants et de mots de passe et en assurant la même sécurité que sur l'authentification initiale. Donc concrètement, c'est ça, le SSO, c'est le fait de fournir l'authentification à travers différents services cloud basés sur une seule demande d'accès qui est totalement sécurisée par cette authentification à double facteur. Donc concrètement, bah, ça va augmenter la sécurité et ça va aussi améliorer votre expérience utilisateur parce que vous n'aurez pas à gérer, par exemple, un mot de passe pour Office 365, un mot de passe pour Salesforce, un mot de passe pour Facebook. Vous allez centraliser l'ensemble de ces identifiants et vous simplifier la vie tout en renforçant la sécurité parce que tout ça, c'est garanti justement par les systèmes de gestion des identités, dans cet exemple Forti Authenticator, qui va centraliser justement toute l'authentification de ces différents composants. Alors, on passe dernier point, la réponse à incident automatisé. Ici, on l'a déjà dit plusieurs fois, les attaques deviennent très sophistiquées et très automatisées, et donc on a besoin en retour d'avoir des réponses automatisées. Ici, ce petit schéma d'abord pour vous montrer, en bas à droite, tout commence par des événements de sécurité, des logs, tout ce qui se passe sur votre infrastructure. Et ceci, ce sont des millions et des millions d'événements et de logs qui se passent chaque seconde, chaque minute, chaque jour. C'est évidemment très difficile de gérer. Mais une première étape, c'est dire, alors le SOC, je définirai après ce que c'est dans le slide suivant. Mais vous voyez qu'ici, on a des moyens plus ou moins humains et relativement déjà automatisés. Si ça reste chez le client, chez vous, dans votre infrastructure, dans votre architecture, pour trier tous ces événements de sécurité qui se passe à droite en interne. Mais évidemment, maintenant, tout ça est possible de faire as a service sur le cloud et que l'analyse, la gestion de la compréhension et de relever des alertes peut venir donc d'outils disponibles dans le cloud sans que vous ayez besoin d'installer ça chez vous. Alors, justement, le SOC, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Security Operations Center. L'idée de ces nouveaux outils, si on veut, c'est de rassembler et centraliser tous les événements que vous générez et de les analyser pour en ressortir vraiment des anomalies. Vous avez des millions, voire des milliards d'événements qui se passent et peut-être 1, 2, 3 par jour. Dit, ah tiens, là, il y a une personne qui se connecte, eh bien, depuis ce pays XY à 2 heures du matin, c'est pas normal, hop, on lève une alerte. Pour avoir ça, eh bien, vous devez gentiment évoluer, en particulier en termes d'antivirus, on va dire de protection de poste de travail. Et là, on vous a mis les 3 termes relativement nouveaux qui existent maintenant pour remplacer le mot antivirus. Et le premier, c'est EDR, Endpoint Detection and Response. Alors, ça reste sécuriser mon poste de travail, un à un, enfin tous les postes de travail, mais un, mais alors par contre, y compris les téléphones, l'IoT, donc l'Internet des objets, donc votre frigo, votre ampoule, etc. Et ces systèmes EDR, eux, dépassent les antivirus standards ou anciens parce qu'ils se basent sur le comportement des logiciels et des exécutables et non plus des signatures comme était avant. Ils le font aussi, mais ça ajoute. Et de plus, ces outils ont une certaine automatisation, souvent pas facile à faire ou un petit peu plus difficile, mais il y a déjà une automatisation pour dire il se passe quelque chose, automatiquement tu vas me couper ça, tu vas me faire ça. L'évolution ou l'étape suivante, c'est le MDR, le Managed Detection and Response. Ici, on a un petit peu la même chose qu'un EDR. Par contre, on va sortir la gestion de ces outils et de ces événements à un prestataire informatique, que ce soit dans le cloud, que ce soit on-premise, mais avec des accès. Et donc là, vous n'avez plus besoin, vous, de vous occuper de ce côté de réponse à incident ou de détection. Et puis, le terme à la mode maintenant, depuis quelques années, c'est le XDR, Extended. Alors là, on a les mêmes choses que vous avez avant. Simplement, ils sont pratiquement tous des plateformes cloud. Là, je pense qu'il faut être clair, on pourra d'ici peu de temps plus travailler sur des outils cloud. Et ces outils cloud vont intégrer justement tout le périmètre de votre entreprise. Donc, si on reprend l'exemple précédent avec le SSO de Sébastien, eh bien, vos outils cloud sont intégrés dans cet XDR
Ils vont pouvoir détecter un email bizarre dans Office 365 suivi d'un événement dans Salesforce qui crée un client alors que la personne ne travaille pas chez vous ou qu'elle est en vacances, etc., etc. Donc, sur tous ces outils, réseau, endpoint, messagerie, la gestion des utilisateurs et le cloud, eh bien, ils centralisent ces événements et ils vont détecter des anomalies, des, des problèmes et ensuite répondre, la plupart du temps automatisé ou pas, mais c'est important ici, ce point cloud et automatisé, parce que dans le futur, on ne va plus pouvoir s'en passer. Je pense que clairement, la plupart des attaques, il va falloir vraiment être très, très réactif, très, très rapide. Donc, si on n'a pas d'automatisation et si on n'a pas d'outils un petit peu extérieurs ou en dehors de notre environnement, je pense qu'on va vraiment perdre la vue ou les possibilités de gérer ces événements de sécurité. Alors, on conclut sur quelques bonnes pratiques, alors qui sont ici toujours les mêmes. Donc, si vous avez déjà suivi quelques séminaires, webinaires en sécurité, c'est un petit peu toujours les mêmes, mais j'ai remis les éléments qui sont vraiment importants. Tout d'abord, au niveau de votre infrastructure, faites les mises à jour, les mises à jour, les mises à jour, les mises à jour. C'est toujours obligatoire. Ensuite, les utilisateurs, les équipes informatiques, il faut les former. On voit quelques exemples de piratage d'une adresse email, d'un compte VPN. Ça, c'est une erreur des utilisateurs qui n'ont pas des mots de passe forts, qui n'ont pas les outils corrects. Et puis, les personnes responsables doivent être disponibles. Si on a des alertes, mais que personne ne les voit, ça ne sert à rien. Autant ne pas avoir d'alerte. Et là, peut-être, je mets en rapport très très rapidement avec le piratage de la commune de Rolle l'année passée. La commune et le prestataire informatique ont reçu des emails d'alerte dès le début du rançongiciel. Mais il n'y avait personne qui a vu ces emails et pendant 3 jours, le rançongiciel a agi avant qu'il le détecte. Voilà, c'est tout bête. Ensuite, Windows, c'est un outil que tout le monde utilise, mais il est relativement pas toujours très bien fait au niveau sécurité, surtout qu'il y a des outils ou des fonctions qui sont très dangereuses au niveau sécurité. Donc, les pièces jointes, j'en ai déjà parlé avec la messagerie, mais les macros dans Office, c'est absolument le cauchemar en termes de sécurité, donc ça devrait ne plus être utilisé. Et puis là, quelques termes plus techniques, mais les outils de gestion du parc informatique, PowerShell, WScript ou même JavaScript, etc., c'est toutes des choses qui sont très dangereuses, qui doivent être contrôlées, surveillées. Bloquer le trafic Internet suspect, on a déjà parlé avec les DDoS, avec tous ces outils-là. Donc là, c'est important d'arriver à connaître votre trafic entrant et sortant et de pouvoir agir là-dessus. Et puis, j'aurais dit une règle aussi importante parce que je pense qu'elle n'est pas toujours bien comprise, c'est les sauvegardes. Donc, évidemment que la réponse, une des réponses à un rançongiciel ou à certaines attaques, c'est de dire, OK, on laisse l'attaque et on coupe tout, on remet nos backups de la veille, de la semaine et on retravaille tranquille, ce qui est juste, c'est une très bonne chose. Par contre, faites très attention de bien suivre cette règle des 3, 2, 1, 0. Parce que si vos backups ne fonctionnent pas, ça ne va pas vous aider de vous faire attaquer. Et voilà. Donc, d'abord, 3 copies. Donc, pas juste une backup, une sauvegarde, 3 sur 2 supports différents, donc 2 outils différents, ou que ce soit un disque dur USB, que ce soit un NAS, etc., dont au moins une de ces copies est hors site. Si vous avez le feu, si vous avez un tremblement de terre, il ne faut pas que ça reste dans le même bâtiment. Et puis, surtout, zéro erreur. Ça veut dire tester l'utilisation des backups, des sauvegardes, parce que si vous avez un problème, vous n'avez jamais vu vos sauvegardes, le disque dur ne fonctionne pas, le système de backup ne tourne pas, et en fait, du coup, vous ne pouvez rien faire non plus. 3, 2, 1, zéro erreur. Et puis, ça, c'est vraiment des bonnes pratiques ou les actions que vous pouvez faire chez vous en entreprise, mais globalement, vous ne savez pas forcément, vous n'êtes pas forcément au courant de toutes ces actions. Donc, faites des audits de sécurité, regardez avec des professionnels ou avec votre prestataire informatique. Et globalement, nous, on voit pratiquement beaucoup de ces attaques, pas toutes, mais beaucoup de ces attaques pourraient être évitées si on avait utilisé des outils de protection adaptés, adéquats, des alertes appropriées avec des personnes qui voient ces alertes et qui réagissent. Donc, quelque part, il y a pratiquement tout le temps des problèmes ou des manquements du côté des entreprises qui se font attaquer et pas forcément des super intelligents des attaquants, même si c'est clairement le cas. Voilà, merci beaucoup. On a terminé juste à l'heure ou à quelques minutes près comme c'était prévu. Donc, je repasse la parole pour les questions et les échanges. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Jérôme et Sébastien pour ces explications très, très intéressantes. A priori, Oscar, tu me confirmes, c'est pas le feu absolu sur le chat pour les questions, c'est bien ça? Effectivement, alors soit ils sont très timides, soit vous avez été limpide. Je suis plutôt la deuxième option. En attendant, donc vous pouvez toujours poser vos questions. Moi, j'en ai une. Donc, on a bien vu les bonnes pratiques qu'on pouvait faire, appliquer un peu tous ces outils, mais finalement, est-ce qu'on peut quelque part être sûr que tout est OK, qu'on a fait tout juste, quoi, finalement? Ou est-ce que quelque part, il restera toujours un petit risque? Oui, comme dans beaucoup d'endroits, on dit le risque zéro n'existe pas. Et en sécurité informatique, c'est clairement le cas. Donc, on voit les plus grands se font pirater. Hein. Microsoft s'est fait pirater par Lapsus l'année passée. Enfin bon, voilà. Donc, ça arrive tous les jours à tout le monde. Oui, faut être clair. Mais le problème, c'est plutôt, comme je dis en conclusion d'avance, c'est si vous n'avez pas au moins un certain niveau de protection, vous serez très sûrement piraté. Voilà. Mais c'est clair qu'il faut, c'est jamais un 100%. C'est toujours l'histoire de l'attaque et de la défense. L'attaque ou la technologie d'attaque a toujours une avance, ou du gendarme et du voleur. Et le voleur a toujours l'avance sur le gendarme. Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça, et l'informatique ici n'a rien changé, rien révolutionné. Oscar? Oui, entre-temps, il y a une question qui est arrivée, question de Daniel Breton. En gérant la sécurité par des outils cloud, n'introduit-on pas des nouvelles failles de sécurité? Je réponds oui, et puis je laisse Sébastien détailler. Je dirais oui et non, parce que les plateformes cloud aujourd'hui, elles sont pas forcément plus, je dirais, moins sécurisées que d'autres types de plateformes. Les risques de sécurité qui peuvent être vus par rapport à ça, ça peut être par exemple un risque de territorialité, oui, potentiellement lié à l'utilisation de cloud dans d'autres pays. Donc ça peut être des risques qui peuvent être amenés par ce genre de choses. Après, l'utilisation des plateformes cloud, pour moi, le plus gros risque qu'il peut y avoir par rapport à ça, c'est un problème, encore une fois, je dirais, de configuration de la plateforme. Parce que si on ne donne pas les bonnes autorisations, ou si potentiellement on ouvre la porte à quelqu'un qui ne devrait pas avoir accès à ces données-là, ben, c'est comme acheter un coffre-fort et puis laisser la clé dessus, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est le même type de problématique pour moi. Et les plateformes cloud n'introduisent, selon moi, pas plus de risques, hormis la territorialité, que des plateformes on-prem en termes de disponibilité ou autre. On reste sur de la configuration qui est nécessaire et obligatoire dans ce genre de choses. Et bien évidemment, l'audit, les backups et ce genre de choses s'appliquent aussi à ce genre d'environnement. Et quand je disais oui, c'est exactement pour ce point de configuration. Les outils cloud sont sûrs, voire très sûrs, mais les gens ne savent pas les utiliser ou les configurer correctement. Et la faille, elle est là. Une question encore de ma part, vu qu'il n'y en a pas sur le chat, et ça permettra de faire le lien sur le prochain webinaire, et tu viens de l'évoquer, Jérôme, à l'instant. Finalement, on parle beaucoup d'humains, de technologie. C'est quoi finalement la solution? Puisque derrière chaque utilisateur, il y a un humain, on peut mettre un peu des garde-fous technologiques, mais est-ce que finalement, c'est pas l'humain qu'il faudrait euh, il faudrait s'intéresser en priorité à l'humain ou en priorité à la technologie? Il faut le remplacer, l'être humain, déjà. Ça s'enlève. Oula. Non. On va peut-être trop loin. Ouais. Oui, je pense que c'est les deux. Enfin, là, on tourne en rond. Hein. C'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux peut-être, mais l'un sans l'autre ne va pas fonctionner. Il y a des nouvelles technologies et là, on en a mentionné quelques-unes. Il y a plein d'autres. Il y a des startups dans le monde entier qui créent des outils de sécurité absolument incroyables. Mais si les gens, encore une fois, ne savent pas l'utiliser, voilà. Et au niveau des emails, si les gens ou des mots de passe, si les gens vont continuer à noter leurs mots de passe sur des post-it ou à faire des photos d'authentification avec le téléphone dans le train, visible à tous, ça va rien changer. Donc, je pense que les deux sont nécessaires. Il faut apprendre. Alors peut-être le problème, si on pourrait introduire là le concept de fracture numérique ou de génération, c'est des gens qui ont un certain âge qui ne comprennent pas tout ça ou qu'on leur impose un outil
de type multiple facteur sur son téléphone, qui ne savent pas ce que c'est, qui l'utilisent mal. Là, peut-être il y a clairement de la formation sur ces utilisateurs à faire, clairement humain. Mais on est obligé d'avoir des outils techniques derrière pour gérer les menaces actuelles. Comme on l'a dit, hein, tout maintenant est automatisé. Ce sont des scripts, ce sont des robots, ce sont des millions d'ordinateurs qui tournent tout seuls et qui nous attaquent. C'est plus un gars dans un garage qui a 14 ans et qui fait ça juste pour s'amuser. Pour compléter ce que vient de dire Jérôme, moi je pense que l'éducation des utilisateurs, hein, de n'importe quelle entreprise, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que les entreprises IT ont plus tendance à se dire ok, mes utilisateurs sont déjà conscients des risques, j'ai pas besoin de les former à ce titre-là, mais il faut savoir qu'aujourd'hui n'importe quelle PME peut être la victime de ce genre d'attaque que l'on a mentionné. Et c'est vrai que le fait d'apporter déjà ce premier biais d'éducation des utilisateurs permet de les rendre plus sensibles à ce genre de risque, qu'ils ne connaissent pas forcément, à part quand ils s'en sont victimes. Donc c'est vrai que si on peut faire un petit peu d'anticipation et les former initialement, même si ce n'est pas leur métier au final, hein, mais je pense que ça leur servira à la fois dans le milieu professionnel et également dans le milieu personnel, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être victime, que ce soit des entreprises de toute taille ou même à titre personnel. S'il fallait retenir qu'une seule mesure à faire, je sais que vous allez me dire que ça suffit pas, mais si je vous dis que si on a au moins la double ou la multiple authentification, on a déjà fait un bon bout pour enlever une large partie des risques. Est-ce que j'ai compris correctement ou pas? Vas-y, Sébastien. Je pense que ce ne sera pas suffisant, clairement. Ok. C'est un petit peu comme de dire je prends juste une assurance et j'aurai jamais de problème. Non, je pense qu'il y a quand même un ensemble de mesures qu'il faut bien prendre en compte, hein. Jérôme l'a mentionné à la fin. C'est un ensemble de bonnes pratiques qui fait qu'à la fin, on réduit son risque. C'est pas juste une action qui va minimiser ce risque. Effectivement, ça c'est, je dirais, peut-être une priorité. On va peut-être passer en priorité sur cette action-là, mais ce ne sera pas suffisant pour limiter ce risque tel qu'on l'a mentionné. Avoir un multiple facteur, ça va vous protéger les accès cloud. Donc là, c'est la sécurisation des identifiants en ligne qu'on a mentionné rapidement, mais ça va presque faire que ça. Enfin, ça va pas empêcher les autres menaces qu'on a vues et toutes celles dont on n'a pas parlé. Mais comme maintenant beaucoup d'outils ou de services sont en ligne, sont cloud, donc évidemment, comme dit Sébastien, c'est peut-être la première priorité. Ça, c'est vrai, mais ça ne va pas empêcher tout le reste autour. Alors, il y a une nouvelle question. Est-ce qu'il existe des moyens relativement simples de sécuriser les emails si on utilise un prestataire externe comme serveur? Alors, la question est un peu délicate. Effectivement, tout dépendra de ce que veut mettre en place Sébastien, le prestataire externe. j'ajoute juste un Oui, point, c'est pour éviter l'attaque man in the middle. C'est ce point-là, par exemple, qui a été cité. Alors, l'attaque man in the middle, le problème, c'est qu'effectivement, il va falloir exiger la Vous nous rappelez configuration ce de que votre c'est, partenaire. Sébastien? Qu'est-ce que c'est que cette L'attaque man in attaque? the middle, ça va être Mhm. vraiment typiquement ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple avec la recopie du trafic sur l'email où cette personne recevait un email, on recopiait, puis on renvoyait la réponse à sa place. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est au milieu et qui se fait passer pour les deux autres personnes, donc qui gère son trafic. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça avec un prestataire externe? Ben, il faudra pouvoir déjà analyser quel type de solution de sécurité il met en place dans les services qu'il vous offre et comment est-ce qu'il gère ça. Parce qu'il y a des solutions technologiques qui doivent être soit gérées par le prestataire de service, soit des solutions complémentaires que vous pouvez ajouter, mais dans ce cas-là, qui le gère, comment est-ce que vous allez le mettre en place. Mais sachez que sur le trafic d'email, aujourd'hui, on peut tout à fait mettre en place des sécurités supplémentaires sur ce genre de solution. C'est pour schématiser, c'est une histoire de certificats ou un petit peu comme des certificats, enfin ce qu'avait mentionné dans le slide Sébastien, DKIM, SPF et des choses comme ça. Le problème qu'on voit dans la pratique, c'est que ça fonctionnera si tout le monde l'a, parce qu'en fait, on peut se vérifier ou se certifier, hein, ça sert à ça, un certificat. Mais si chez Telecom on l'a, chez Timark on l'a, on discute ensemble, je peux garantir que c'est Timark qui m'envoie, c'est bien. Mais si je discute avec une autre entreprise qui n'a pas ça, bien n'importe qui va pouvoir voler l'identité de cette autre entreprise et m'envoyer un email au nom de l'autre, par exemple, ou des choses comme ça.
Et moi, je me protège, je dis que je veux me protéger, mais si les autres ne se protègent pas, c'est un échange, un email. Il y a 2 ou X parties, donc il faut que toutes les parties soient. Et c'est un peu ça la problématique, où il est délicat de bien sécuriser les emails, ou respectivement d'empêcher ce genre d'attaque ou d'événements de se passer. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses, pour cette présentation qui était finalement très simple à comprendre, mais on voit que les solutions sont un petit peu plus complexes à mettre en œuvre, mais heureusement, on a des spécialistes comme vous qui peuvent aider sans autre les entreprises à faire ces premiers pas dans ce domaine de la protection. Merci beaucoup à vous deux, encore une fois, et je vais juste brièvement vous rappeler le dernier webinaire, enfin le prochain, pas le dernier, qui aura lieu le 23 juin. Et là, on parlera vraiment de l'autre partie qu'on a évoquée dans les questions, c'est-à-dire le facteur humain, comment le gérer, comment faire un peu de l'éducation dans ce domaine-là auprès des employés. Donc, rendez-vous le 23 juin en ligne à nouveau. Et inscription possible sur le site cybermeeting.ch. Un dernier clin d'œil appuyé, bien entendu, à nos sponsors que vous avez ici à l'écran. Donc, merci à eux pour le soutien dans ce roadshow. Reste à moi à vous souhaiter un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et au plaisir de vous revoir en ligne ou ailleurs pour de diverses et nouvelles aventures de cybersécurité. À bientôt et au revoir.